les petites saphènes par laser. J'ai donné les résultats aussi bien de la grande veine saphène que de la petite veine saphène. Est-ce qu'il y a une question pour la troisième communication? On est obligé d'avancer, il y en a 5 après. La dernière peut-être pour Madame Michelon. Enfin, je reviens sur le segment jambier. On dit que les troubles neurologiques liés au laser sont dus justement à la cautérisation de ce segment. Tout en sachant que la plupart des patients qui viennent nous consulter, c'est de jeunes filles, généralement pour un problème esthétique. Et donc, un malade qui vient pour un problème esthétique alors qu'il sort avec des douleurs atroces, liées à la brûlure ou à la cautérisation du nerf grande saphène, tout en sachant que ce nerf il est collé à cette veine, surtout au niveau du tiers inférieur de la jambe. C'est pour cette raison, la tendance actuelle, c'est de brûler uniquement le segment jambier, et même s'il le faut de faire en fait des résections des paquets de jambiers par des mini-incisions à l'aide de crochets de Müller, eh ben, on n'hésite pas de faire ça. Voilà. C'est juste un commentaire. On passe à la troisième présentation de M. Cohen-Solal. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Cohen-Solal? C'est plutôt une réflexion. Alors, ces 3 dernières années, on entend de plus en plus de traitement des varices par la colle, le Vénacil. Alors, est-ce que ça va nous permettre d'élargir les indications en termes d'obésité et de prise en charge des varices des membres inférieurs? Bon, pour ma part, je n'ai pas encore d'expérience de la colle, mais enfin, bon, c'est une technique d'ablation, au lieu d'être thermique, elle est chimique. C'est en fait une supersclérose. Nous, dans le traitement de l'obésité, on utilise les techniques endoveineuses, bien sûr, mais également les scléroses à la mousse ou les scléroses pour des gros paquets variqueux superficiels. Par contre, il faut faire attention pour ces gros paquets superficiels, pour les scléroses à la mousse, parce qu'il peut y avoir des pigmentations. Mais je pense qu'effectivement, dans l'obésité, les traitements endoveineux ont toutes leurs valeurs, puisque j'avais dit qu'il fallait autant que possible éviter les régions inguinales, il fallait éviter les grosses phlébectomies extensives, etc., tout au moins dans le temps initial. Donc tout à fait d'accord, mais moi je n'ai pas d'expérience de la colle. S'il y en a qui en ont... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme la mousse, comme... Omar. Oui, bonjour. C'est vrai qu'on reçoit de plus en plus des malades, des femmes qui sont porteuses de lipodème de membres inférieurs avec des varices, qu'il s'agit de simples télangiectasies jusqu'à varices stade 3 avec même avec troubles trophiques. C'est une question au docteur Solal, comment vous gérez la contention chez ces malades qui ont été opérés pour des varices, tant plus que très souvent c'est des lipodèmes stade 2, stade 3. Donc on conçoit mal le port d'une contention type bas de contention. Alors oui, je suis content de revenir sur la contention concernant les techniques d'ablation thermique et sur le lipodème en particulier. C'est qu'en fait les contentions par bas que l'on a actuellement ne sont pas adaptées aux techniques endoveineuses. Vous avez tous remarqué que la contention est dégressive au niveau de la jambe et qu'au niveau de la cuisse, c'est une catastrophe. Il y a une contention qui est globale et qui n'est pas centrée sur la zone opératoire et qui en plus est diminuée vers le haut. Donc, les bas de contention ou les collants ne sont pas adaptés aux techniques endoveineuses. Donc, je pense que si on veut avoir une contention efficace, notamment sur le segment opéré, puisque quand on fait un laser endoveineux ou quand on fait une radiofréquence, c'est le segment crural qui devrait être un peu tenu pour la contention, pour éviter l'effet, pour faire un effet antalgique et être tenu. Je pense que là, il faut passer par des contentions peut-être plus classiques, par bande. En ce qui me concerne, dans les rares cas où j'ai opéré soit des lymphœdèmes, puisque c'est le même problème, soit des lipœdèmes, j'ai utilisé une contention par bande,
qui pour moi est plus efficace. Et j'utilise même des contentions par bande semi-permanentes, c'est-à-dire avec des bandes type cohéban, ou enfin des bandes permanentes. Voilà, c'est mon opinion. Parce que je pense que les bas ou les collants ne sont pas adaptés. S'il vous plaît, les médecins suivants sont priés de rejoindre la salle de workshop d'échographie pour un workshop avec le docteur Bruno, docteur Ben Aboud, Ben Jelloun Adib, L'Amrani Amal, Sharqawi Soumia et M. Boutabiout. Merci. Des questions pour le syndrome CAF? Moi, j'avais juste une question pour madame. Est-ce que vous avez eu à traiter des syndromes CAF supérieurs chez des malades déjà radiothérapiés? Et est-ce que dans ces cas-là, les techniques endoveineuses ont pu marcher ou est-ce que c'était très difficile? Parce que je crois que là, il y a vraiment un problème sur les thorax radiques. Alors peut-être je vais me permettre de répondre à la place de, si Sarah le permet. Donc les 5 patients qu'on a réalisés, ils n'ont pas eu de radiothérapie, sauf pour le premier cas. Donc la biopsie était en faveur d'une inflammation, donc c'était pas tumoral et c'était très très difficile. Donc c'est une procédure qui a pris à peu près 3h30 de rayon et il a fallu faire une double ponction, une ponction fémorale, une ponction de la veine basilique. C'était vraiment très difficile de pouvoir recanaliser la veine cave supérieure, sinon pour des patients qui ont eu déjà une radiothérapie, non. J'ai peut-être une question pour toi, Ednan. Il y a eu un cas qui a thrombosé son stent, je pense, à une semaine. Alors, est-ce que c'était un problème technique ou plutôt un problème d'indication, à ton avis, a posteriori? Pour ce patient, c'est un patient sur le plan technique, donc l'intervention s'est très très bien déroulée, donc avec un contrôle angiographique à la fin de procédure qui était parfait. Alors sauf que le patient, il n'a pas pris son anticoagulation après. Et d'ailleurs, ce patient, il nous a posé un problème de prise en charge par la suite. Donc on a fait parce que juste après l'intervention, normalement les signes cliniques ils commencent donc à rugresser. Alors ce patient, par contre, il a présenté une aggravation. Donc on l'a staffé en multidisciplinaire avec les collègues pneumologues et les collègues chirurgiens thoraciques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on a discuté la thrombectomie, thromboaspiration, mais malheureusement on n'a pas l'expérience pour la faire. Donc c'est un patient, on était obligé de le garder hospitalisé, de faire un relais par les antivitamines K. Et c'est un patient qui présentait des troubles psychiatriques, donc on a insisté sur la famille, un suivi rigoureux des antivitamines K. On va le revoir dans quelques semaines. Et peut-être, une fois le thrombus constitué, on peut peut-être retenter une autre dilatation avec pose d'un autre stent. Le problème qu'on voit dans la littérature avec ce genre de patients, c'est la durée de vie par la suite. Généralement, c'est des patients qui décèdent 1 an, 2 ans après. Alors, quelle serait vraiment la bonne place de l'endovasculaire pour ces patients? Et puis, est-ce que pour certains patients, faut-il vraiment aller réouvrir la veine cave supérieure? Alors c'est vrai pour les patients. Alors pour les patients qui ont une inflammation, c'est pas vrai parce qu'ils ont une espérance de vie qui est longue. Sinon pour les patients avec des carcinomes, c'est vrai. Mais il faut soulager la symptomatologie. Donc c'est des patients qui ont une qualité de vie qui est très altérée. Alors deuxième chose, le stenting de la veine cave supérieure, il permet donc d'instaurer en toute sécurité les tout autres traitements. La chimiothérapie par exemple, et en plus même pour les chirurgiens, lorsqu'ils vont réaliser par exemple un geste ou une biopsie, donc la circulation collatérale elle disparaît immédiatement, donc ça va faciliter énormément un geste ultérieur pour les collègues chirurgiens thoraciques. Question pour Dr Bouzidi. Supérieur. Au niveau du tronc illuminé, je crois. Alors on a utilisé des stents auto-expansibles avec un diamètre qui varie entre 12 mm et 14 mm. Je crois qu'il faut doubler, hein, d'après
Ce qu'on a lu au niveau d'un axillaire, on peut aller jusqu'à 14-16. Je crois que c'est la rétraction de stent, à mon avis, qui était à l'origine de cette thrombose aiguë, je crois, je suppose. Voilà. Parce que sur le scanner, le phlébo-scanner qu'on a réalisé de contrôle, le stent, il n'était pas rétracté. Il était donc de En bon place, calibre. oui, Il était en place oui. avec du thrombus à l'intérieur. Ouais. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le syndrome cave supérieur? On passe à la présentation de l'hôpital militaire de Marrakech pour les thromboses veineuses profondes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors moi, peut-être une petite question. Juste concernant le traitement des thromboses veineuses profondes, est-ce que vous avez une expérience des NACO, du Xarelto, etc., enfin des nouveaux anticoagulants pour le traitement au long cours, en remplacement éventuellement des AVK, etc. Est-ce que vous en avez une expérience et est-ce que Michel Henry peut éventuellement nous en parler? Chez nous, on n'a pas encore commencé à utiliser ces nouveaux anticoagulants, donc on n'a pas d'expérience dans ce... Alors, peut-être une petite question ou plutôt un petit commentaire. Parce que là, les patients que vous avez présentés, c'est des patients qui ont été pris en charge donc à la phase pas aiguë, en fait, à la phase chronique. Alors ma question c'est, peut-être pour certains patients, ne fallait-il pas faire soit une thrombolyse chimique ou une thrombectomie mécanique, justement pour éviter l'évolution vers ce syndrome post-phlébitique avec toutes les complications qui vont avec. Je parle notamment de la thrombectomie veineuse chirurgicale ou pharmacologique. On a réalisé chez certains patients une thrombectomie chirurgicale. Par contre, notre série qui comprend ces 25 patients, ces patients n'étaient pas prêts pour une intervention chirurgicale, soit on les a perdus de vue pendant une période très longue. Alors, lorsqu'ils sont revenus vers nous, c'était déjà la phase chronique de la thrombose veineuse profonde. Alors, une question d'ordre plutôt maintenant technique, c'est dans la phase chronique, lors de la recanalisation veineuse, quel type d'anesthésie vous utilisez et quel type de voie d'abord, surtout s'il y a une atteinte de la veine fémorale commune. D'ailleurs, vous avez eu un cas d'échec à cause justement de la non-possibilité de franchissement de la veine fémorale commune. Est-ce que vous considérez bien entendu l'abord poplité? Lorsqu'il y a un échec ou de franchissement de la lésion de la veine fémorale commune, on réalise le plus souvent un abord de Scarpa. On réalise une embolectomie de la veine fémorale, puis on tente la recanalisation. Non, on n'a pas... Une question dans la salle pour Dr Bouzidi. Après, par la suite, ça sera pour Dr Mahi. Non, c'est juste pour Dr Bouzidi. Je reviens sur l'urgence, c'est la phlébite bleue. Quand on opère ce malade, est-ce que je parle de thrombose iliaque externe, fémoropoplité, etc. Le BAB de la chirurgie, c'est ça, c'est d'aborder le scalpel, faire une vénotomie et il faut faire l'extraction de ce caillot. Est-ce que vous mettez un filtre cave à titre préventif, enfin d'éviter une embolie pulmonaire? Pour les patients qu'on a traités par angioplastie, c'est la phase aiguë. Si au moment de la phase aiguë, on n'a pas utilisé de filtre cave. On utilise une embolectomie avec... Alors,
Je pense qu'ils font, ce qu'ils font, c'est ils font ça sous anesthésie générale avec une hyperpression intrathoracique. Comme ça va éviter la montée des cailloux lors de l'extraction des cailloux au niveau iliaque. Voilà. Merci beaucoup. La session est levée. Vous avez un quart d'heure de pause et on reprend juste après. Merci. So I have to put up the first slide. A presentation to discuss retrograde dissection as a complication of a treatment of an intramural hematoma. These are my disclosures. None of them rely to this. This was a 65-year-old lady who presented to the emergency room, and she was complaining of flank and back pain. She was hypertensive and on several medications. She was diagnosed on a CT to have an intramural hematoma in the descending thoracic aorta, and it was moderate in size. I'll show you the images in a minute, about 44 millimeters. This is the CT scan at the time of the admission, with the color coding being the red, the blood flow. This is thrombus, here the green part, and then what is a developing dissection about halfway down here with flow in that false lumen that goes into the infrarenal aorta. So she had an atypical presentation of pain, although it's not unusual if a patient has a dissection or an intramural hematoma and it progresses into the abdomen, that's where they have the symptoms. This is a contrast at 5 days later. Before she went home, she wanted to go home and try the medications again, and a much bigger intramural collection now. So she was treated with a Valiant graft. These are images from the time of the procedure. So there's a guide wire here. We had put a pigtail in the ascending aorta so that we could image and lay these out and put it right up here where we wanted it. And then just intravascular ultrasound images of the sites. And you can see up here at the deployment point, the aorta is pretty much intact, so it looked like it was a safe place to put it. And this device was deployed without any particular issues. These are just some images during that case. You can see how we started a little bit ahead and then withdrew it, and it's right here at the subclavian, and then on its full deployment and down into the abdomen. And with a view of the infrarenal aorta to make sure that she had perfusion to all of her visceral vessels, so we hadn't caused any sort of an issue there. These are pictures at that same time, again, just sort of showing how where she had almost complete collapse here at the SMA, it started to open up, so she was perfusing her lower extremities. That evening after the procedure, she woke up and complained that she couldn't express herself appropriately, and we had a CT scan that showed and suggested that she had a parietal infarct to go ahead and correspond with what was that ability to speak. And the neurology consults looking at it, they thought it was probably an embolic event. We obviously don't know when that occurred. Could have had at the time of the procedure, or been related to what was, as I'll show you, a retrograde progression of that dissection. Over the ensuing 3 weeks, she slowly improved, but you can see up here at the top of the aorta, this is the end of the endograft, so she now has this intramural hematoma that comes around in the ascending aorta, and then actually matured over time out to this 5-week interval into an ascending component, which remained stable, and she went home, but this clearly is a complication, related to that, which is hard to
represent. So anyhow, this intramural hematoma is a very challenging pathology. The controversy is whether or not to intervene, and if you do, when so. The current guidelines are that if it increases more than 40 millimeters, particularly in acute phase, that portends that it's going to get faster, bigger, and that's what she did do over that ensuing month when she came back when it was 54. But obviously one of the complications not only is potential for an embolic stroke in one of these procedures, but also, as we saw, with the progression of this retrograde intramural hematoma, which occurs in about 5% of the cases. So that's under 5 minutes, I think, and if anybody has any questions or discussion to go with that, be happy to answer questions or comments. But it's a problem we see frequently. These intramural hematomas are very challenging to treat and to try to decide when to do it, and it turns out sometimes we're wrong. So any suggestions, questions, comments?